Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au comité technique de Normandie, notre 9e et dernier comité technique de l'année. Nous aurons fait le tour des régions à la fin de ce comité. Permettez-moi, au nom de l'ITB, de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année betteravière, que nos betteraves soient plus vertes cette année en 2021 et plus de rendement. Notre comité technique donc se réalise cette année en visioconférence, Covid oblige, confinement oblige, ou couvre-feu oblige. Ce comité technique se déroulera en 3 parties. La première partie, les enseignements de campagne avec Alexandre Mettet, qui nous fera le tour de la campagne. Nous ferons une série de questions. Ensuite, il y aura une explication sur les ravageurs. Alors, les ravageurs se feront en 2 temps. Les pucerons et la jaunisse avec Alexandre Mettet, et les autres ravageurs, comme le Lixus et la teigne, avec Nicolas Maillard. Une deuxième série de questions. Et le troisième exposé, réussir son désherbage, stratégie et efficacité des herbicides, avec Alexandre Mettet. Habituellement, les questions, vous les posiez par SMS et je m'efforçais d'y répondre pour vous, pas d'y répondre, de les poser pour vos intervenants. Donc cette année en visio, c'est un peu différent. Posez vos questions dans l'onglet questions qui se situe à droite de votre écran. Elles arriveront sur mon PC, je pourrai les poser à ce moment-là au bon interlocuteur. N'hésitez pas à poser vos questions, je les poserai toutes. Alexandre, je te laisse la parole. Bonjour à tous, vous m'entendez? C'est bon? Tout est bon, Alexandre. Bon, merci. Bonjour, je vous présente également tous mes bons voeux pour cette nouvelle année. Donc, on va commencer cette réunion par les enseignements de la campagne. Une campagne 2020 qui s'est terminée sur des rendements hétérogènes et historiquement faibles, notamment dans certains secteurs. C'est notamment le cas de la Sarthe et de l'Orne, sur le secteur de Mamers, avec un rendement moyen de 46 tonnes, inférieur de moins 40% par rapport à ce qu'on a habituellement sur la moyenne 5 ans. Un rendement décevant également sur le département de l'Eure, donc 66 tonnes au lieu des 87 tonnes en moyenne, donc ça fait 25% de moins. Et sur la Seine-Maritime, la campagne devrait se terminer sur un rendement moyen de 87 tonnes. Donc c'est 11 tonnes de moins que la moyenne 5 ans, ce qui est quand même pas négligeable, mais pour la Seine-Maritime et notamment sur le secteur de Fontaine-le-Dain, on peut estimer que ce rendement est tout à fait correct et même bon dans les conditions de l'année 2020 si on se compare par rapport à d'autres régions en France. Et Fontaine-le-Dain devrait être normalement la première usine au niveau national. Alors, en termes d'implantation, ça s'est globalement bien passé. Tout n'était pas parfait. On a une date médiane de semis estimée au 29 mars. Donc ça, c'est dans la moyenne 5 ans. Je rappelle qu'en termes de date optimale de semis, ça se situe entre le 15 et le 20 mars. Bien évidemment, c'est les conditions climatiques, le ressuyage du sol qui vont conditionner la possibilité de semer ou pas. Et il n'est pas toujours évident de pouvoir semer à cette date. En tout cas, quand les conditions sont réunies, il y a tout intérêt à aller semer dès le 15 mars dans notre région. En ce qui concerne la levée des betteraves sur les sols de limon, alors qui sont les plus représentatifs chez nous en Normandie pour la culture de la betterave, on a une levée particulièrement rapide, en 15 jours, grâce aux températures chaudes de début avril, et globalement homogène. Je dis globalement parce que je pense qu'il y a des situations où on aurait pu mieux faire, liées à certaines négligences sur le travail du sol, des délais trop importants entre préparation, entre des labours de printemps et des préparations superficielles, ou entre deux passages de préparation superficielle. Et dans les conditions de l'année 2020, avec des conditions desséchantes, des vents de nord-est fin mars, début avril, on s'est retrouvé avec de la mode dans le lit de semence. On aurait peut-être pu aussi mieux faire si, avec un peu plus d'observation, on aurait pu mieux adapter la profondeur de semis par rapport à l'état d'humidité du lit de semence. Alors la profondeur de semis, elle a ses limites. On n'ira pas positionner des graines au-delà de 2,5 à 3 cm, parce que notre petite graine de betterave, après, elle aura des difficultés pour pouvoir émerger. Si on a toujours, je dirais, un lit de semence sec à 2,5-3 cm, qu'on n'arrive pas à trouver l'humidité nécessaire,
on a la possibilité d'utiliser les chasse-mottes qui vont venir décaper une fine couche de terre en surface et on va pouvoir essayer de positionner la graine dans le frais tout en limitant la profondeur, pas la profondeur, la quantité de terre qui va recouvrir la graine de betterave. Donc les chasse-mottes, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus facile à régler, mais en tout cas dans ces conditions, quand on a trop de terre sèche dans le lit de semence, ça peut nous améliorer la qualité de levée. Et quand on a trop de terre sèche dans le lit de semence, il faut aussi remettre en question, bien évidemment, sa préparation de sol. En ce qui concerne les argiles, ça a été compliqué dans les argiles. Alors les argiles, c'est quand même assez minoritaire chez nous en Normandie. Alors on va en retrouver notamment sur le secteur de Mamers. On va en retrouver aussi dans le département de l'Eure sur des parcelles qui présentent de l'hétérogénéité avec des ronds d'argile. Alors ça a été compliqué parce qu'on a mal commencé fin d'année 2019 avec des labours en très mauvaises conditions. Et les conditions climatiques de l'hiver dernier et du printemps ont compliqué les préparations de sol. Et cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, un mois d'avril particulièrement sec et au final donc des levées hétérogènes dans ces types de terres jusqu'à 2 voire 3 levées avec un mois voire plus entre les premières et les dernières levées. Donc dans les situations où ces doubles ou triples levées représentaient une surface assez importante, bien évidemment ça a pesé sur la productivité. Alors un conseil, en tout cas un rappel dans ce type de terre en termes de préparation de sol, la préparation d'automne dans les terres très argileuses, à 25-30% d'argile, est une solution pour, je dirais, faciliter l'implantation au printemps, assurer une qualité de levée. Ça consiste après labour à réaliser un passage de herse rotative qui va vous permettre de niveler le labour et de réaliser une préparation superficielle assez grossière. Alors, ce type de préparation peut aussi s'envisager sur des labours plus tardifs, des labours d'hiver, avec, je dirais, les mêmes objectifs et notamment dans les zones les plus argileuses de la parcelle. Donc ça a été testé notamment par mes collègues de l'Aisne ces dernières années, excusez-moi, avec des résultats, je dirais, probants. Pour terminer sur la partie implantation, une couverture du sol relativement précoce, début juin, on avait plus d'une semaine d'avance comparativement à la moyenne de 5 ans. Donc ça aussi, c'était des conditions assez favorables à la productivité, notamment dans les terres de limon. Et début juin, on avait sur la région un très bon potentiel de rendement avant que la jaunisse ne fasse son apparition et vienne dégrader, je dirais, la plaine betteravière normande tout au long de la période estivale et puis jusqu'à la récolte. Alors, on a connu une pression jaunisse exceptionnelle en 2020 qui explique en grande partie les pertes de productivité que nous avons eues sur la région. Vous avez ici la surface parcellaire impactée par la jaunisse à la date du 15 octobre sur les différents départements de la délégation. Les zones sud étant les plus touchées, à plus de 80%, notamment sur la Sarthe et l'Orne. Le département de l'Eure touché entre 60 et 80%. Et puis sur la Seine-Maritime, on a eu un gradient en termes de pression jaunisse. La bordure maritime, on va dire, relativement peu touchée. Tout est relatif, on était quand même entre 10 et 30% de jaunisse. Et puis l'intérieur des terres, beaucoup plus touché, jusqu'à 80%. Alors là, je vous ai mis à droite une photo pour vous montrer l'état de certaines parcelles très touchées par la jaunisse au mois de novembre, avec une dégradation assez importante du bouquet foliaire, un développement d'alternaria, notamment sur ces betteraves, champignons de faiblesse qui se développent sur les betteraves touchées par cette maladie. Alors, l'hétérogénéité qu'on a pu avoir cette année sur la région, on l'explique par l'hétérogénéité d'infestation que nous avons eue au printemps. Alors, on a connu sur le printemps 2020 une infestation très précoce des pucerons, dès la mi-avril, et en quantité importante. C'est pas plus précoce que 2019, parce que 2019, on avait aussi des pucerons mi-avril, mais par contre, c'est la quantité qui fait la différence avec l'année 2019. Donc là, je vous ai remis les fréquences moyennes de betteraves avec pucerons verts aptères sur 2 secteurs. Donc, c'est des parcelles issues du réseau de surveillance, du BSV, sur 2 secteurs assez différenciés en termes de pression jaunisse. La bordure maritime, on va dire peu touchée pour l'année, et le département de l'Eure, particulièrement touché en ce qui concerne la jaunisse.
Et ce sont des observations de fin avril, début mai. On va dire que c'est là où tout s'est joué en ce qui concerne la jaunisse. Sur la bordure maritime, on a une fréquence qui n'a pas dépassé les 50%. On a même une fréquence qui diminue début mai. Alors que dans le département de l'Eure, dès la fin avril, on avait déjà en moyenne 80% des betteraves avec présence de pucerons verts, avec une variabilité de 50 à 100%. Et cette fréquence sur le département de l'Eure, elle n'a jamais diminué, elle a toujours augmenté tout au long du mois de mai. Alors, on a regardé la relation aussi entre la quantité de pucerons à cette période et la quantité de jaunisse à la récolte, donc toujours issu des observations du réseau de surveillance. Donc sur ce graphique, vous avez sur l'axe des abscisses la fréquence moyenne de pucerons verts avant 10 feuilles de la betterave. C'était fin avril, début mai, au moment du T1, T2. Et puis vous avez la fréquence de jaunisse à la récolte sur l'axe des ordonnées. Donc j'ai resitué le seuil de risque à 10%. Et on voit que notre seuil de risque, en fait, il nous permet de contrôler relativement bien la jaunisse avec les traitements en végétation et les produits dont on dispose aujourd'hui. Par contre, plus on va s'écarter de ce seuil, plus il devient compliqué de maîtriser la jaunisse. Jusqu'à 50% de betteraves avec présence de pucerons verts, on arrive à contenir la jaunisse. Alors, on la contient, mais on a quand même entre 10 et 20% des plantes qui sont atteintes par cette maladie, ce qui est quand même pas forcément négligeable. Par contre, au-delà de 50%, là, on a un effet exponentiel sur le développement de la jaunisse. Ça devient compliqué, voire impossible. On est dans des situations où le nombre de plantes contaminées devient trop important, trop de foyers primaires dans la parcelle, et on n'arrive plus à contrôler la dissémination, notamment par les pucerons aptères, des virus dans la parcelle. Donc là, on explique assez bien à travers ce graphique les hétérogénéités de pression jaunisse par rapport à la quantité de pucerons qu'on a pu observer, notamment fin avril, début mai. Alors pour appuyer un petit peu cette analyse, voici une comparaison dans une parcelle du Vexin à Mézières entre un témoin non traité et 3 traitements sur le reste de la parcelle. Donc, je vous ai remis ici les fréquences de pucerons verts aptères. Fin avril, on avait déjà 90% des plantes avec pucerons verts. Et cette fréquence, elle n'a jamais diminué tout au long du mois de mai. Et on voit que par rapport aux témoins non traités, on n'a pas d'écart. C'est-à-dire que les traitements qu'on a réalisés ici, donc au nombre de 3, n'ont pas permis de diminuer la fréquence. Par contre, on a réussi à diminuer la quantité de pucerons. C'est ce qu'on avait pu constater aussi dans les essais en micro-parcelles. Mais on n'a jamais réussi à diminuer la fréquence dans cette situation avec une forte pression puceron. Alors, vous avez l'évolution de la jaunisse notée du 15 juin au 15 octobre, à la fois sur le témoin non traité et la modalité avec 3 traitements. Et on peut voir que, dans cette situation, on n'a eu aucune réponse de la protection insecticide dans le contrôle de la jaunisse. Autre situation, bordure maritime, un essai donc à côté de Luneray, avec une pression puceron plus faible. 3 modalités ici dans cet essai, un témoin non traité, une modalité avec 2 traitements et une modalité avec 3 traitements. Au 20 avril, on avait 36% des betteraves avec pucerons verts. Au 4 mai, donc au moment du T2, on était à 48%. Donc là, on reste sous les 50%. Et ce n'est que sur la deuxième quinzaine de mai que la fréquence puceron commence à augmenter de façon importante, puisque là, on est au 18 mai à 96% de plantes avec pucerons verts, lié à une augmentation des vols de pucerons à partir du 10-15 mai dans cette région. Alors, si on regarde la fréquence notée au 25 septembre, donc c'est le graphique en histogramme juste en dessous le tableau, en ce qui concerne le témoin non traité, on est à 70% de betteraves avec symptômes de jaunisse, ce qui est quand même assez conséquent. Ça montre aussi que sur la bordure maritime, en cas, je dirais, de mauvais contrôle, choix de produits, date d'intervention, on pouvait avoir beaucoup de jaunisse. Et en bordure maritime, on a eu des parcelles avec beaucoup de jaunisse cette année parce que la protection n'a pas été, je dirais, adéquate. On voit que nos 2 premiers traitements font un très, très gros travail. C'est eux qui vont vraiment permettre un très bon contrôle de la jaunisse, puisqu'ils permettent de diminuer de plus de 50% la quantité de plantes avec symptômes. Le 3e traitement, compte tenu du niveau d'infestation qui était quand même assez conséquent au 18 mai,
je dirais, apporte assez peu, mais il permet quand même de gagner encore en termes d'efficacité. Il nous permet de réduire d'un peu plus de 10% la fréquence de plantes avec symptômes. Donc là, une situation où avec une pression puceron, on va dire, modérée, on ne peut pas dire que ce soit faible, on a réussi avec nos solutions à maîtriser la jaunisse dans les conditions de l'année 2020. Autre facteur limitant cette année qui explique aussi ces rendements hétérogènes et faibles, c'est le stress hydrique qui a été relativement précoce, plus précoce que ce qu'on connaît habituellement. Les précipitations du 29 mars au 10 août, là je vous ai remis sur cette période, à titre indicatif, les relevés sur 2 stations, Craville-la-Mallet dans le 76, 115 mm, Guisonnier dans le Vexin, 99 mm. C'est des niveaux de précipitation inférieurs de 60% par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement. Sur le graphique, vous avez un bilan hydrique donc issu de notre OAD IRIBET, donc un OAD qui sert à gérer l'irrigation, disponible sur le site internet de l'ITB. Ce bilan hydrique, il a été calculé à partir des données météo de Rouen, Rouen-Beauce, avec une réserve utile de 150 mm. Alors la réserve utile, elle est variable sur notre région, elle peut être de 70 et elle peut dépasser les 200 mm dans certains secteurs. Donc là, c'est un exemple. Ce qu'on peut voir, c'est que ici, on atteint la réserve de survie relativement tôt, fin mai, début juin. On va dire que c'est quasiment un mois plus tôt que ce qu'on a habituellement, puisqu'on connaît toujours des périodes de stress hydrique sur la période estivale. Mais là, cette année, il est quand même précoce. Et puis, on voit que l'eau disponible pour la betterave, courbe bleue, elle est quand même très limitée sur la période estivale, jusqu'à la mi-août. Mi-août, retour de la pluie, mais de façon assez hétérogène. Les secteurs qui ont eu de l'eau, d'autres pas, c'est des pluies orageuses. Donc, on a une reprise de végétation à cette période, et puis de nouveau des conditions sèches au mois de septembre, avant le retour des pluies, je dirais fin septembre, début octobre. Mais là, il était bien évidemment trop tard pour une quelconque compensation. Donc, ce stress hydrique a joué aussi un rôle dans les résultats de l'année. Un mot sur les maladies du feuillage pour terminer, notamment sur l'aspect stratégie. Trois points, 3 choses. La première chose, rappeler que l'observation est indispensable pour optimiser la protection fongicide. Alors, derrière l'optimisation, c'est quoi? C'est la recherche d'efficacité. Et puis, c'est aussi la possibilité, certaines années, de faire des économies de fongicides lorsque l'on est sur des pressions maladies relativement faibles, voire même des impasses. L'autre point important et un levier important dans la maîtrise des maladies, c'est la sensibilité variétale. Il y a 2 choses à retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a des variétés tolérantes qui nous permettent l'économie d'un traitement fongicide. Et ça, l'expérimentation depuis plusieurs années nous l'a bien mis en évidence. Et puis l'autre point aussi en ce qui concerne la sensibilité des variétés aux maladies du feuillage, en situation de récolte tardive, éviter les variétés sensibles et choisir des variétés peu sensibles à tolérantes. Ces variétés peu sensibles à tolérantes vont nous permettre, dans les situations de forte pression maladie, de maintenir un feuillage sain tardivement en saison et donc de, on va dire, garantir les gains de productivité qui ne sont pas négligeables à cette période. Et là aussi, on a un choix quand même assez large aujourd'hui sur les variétés peu sensibles à tolérantes au niveau des différentes génétiques. Et puis, autre point dans la stratégie maladie, c'est le choix des fongicides. Donc là, rien de nouveau. Vous avez ici la performance des produits fongicides avec les derniers résultats de l'année. Donc le Spiral, produit incontournable, j'ai envie de dire, parce que très efficace à la fois sur cercosporiose, oïdium et rouille, c'est la principale maladie qu'on peut rencontrer dans la région. Le mélange timbal-passerelle, aussi techniquement intéressant, à la fois sur cercosporiose, oïdium et rouille. On pourra aussi envisager l'utilisation du passerelle sur des situations à 2 traitements, en positionnant le passerelle au premier passage. Techniquement, sur oïdium et rouille, ça peut très bien aller. Et puis, il a un prix également plutôt intéressant, ce produit. Dans un programme à double application, ça peut très bien s'envisager. Et concernant les produits à base de strobilurine, Amistargol ou Zakeo, à réserver sur les situations oïdium rouille. Voilà, donc l'oïdium rouille, c'est quand même encore les 2 maladies, je dirais, majoritaires sur la région. Par contre, dans les situations cercosporiose, on évitera.
hein, puisque l'estrobilurine, aujourd'hui, au niveau de la cercosporiose, on a une résistance qui est en train de se généraliser, y compris sur la région Normandie. On a pu le voir dans les derniers tests qui ont été réalisés. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette première partie. Ghislain, s'il y a des questions. Oui, merci Alexandre, merci pour ce bilan de campagne. Des questions arrivent déjà sur les préconisations pour l'année prochaine vis-à-vis de la jaunisse, mais je sais que tu vas en parler tout à l'heure et si ce n'est pas répondu, je reviendrai vers toi pour y répondre. Mais dans un premier temps, on a des questions sur la dérogation. Vincent Lelila, notre directeur, pouvez-vous nous apporter quelques éléments sur la dérogation, où on en est à ce stade? Oui, bonjour à tous. Bonjour, je me permets de vous souhaiter aussi d'abord une bonne santé, une belle année 2021. C'est déjà perdu, j'allais te parler de l'année 2019, vous voyez, je vais pas assez vite. 2021, une belle année au niveau climatique, favorable à nos plantes, et aussi une belle année au niveau technique, et qu'on nous permette d'utiliser des produits qui nous permettront de faire pousser nos betteraves de manière correcte. Justement, un des produits qui est essentiel aujourd'hui, ou une famille de produits qui est essentielle aujourd'hui, c'est la famille des néonicotinoïdes. Vous savez que depuis leur interdiction en 2019 et bien avant 2016, l'ITB ainsi que toute la filière, on a sans arrêt expliqué au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, l'intérêt de ces produits et leur adéquation à la réponse nécessaire à notre besoin de protection contre les pucerons et donc ces viroses. Il a fallu malheureusement attendre l'année 2020, cette année que donc on vient de vous parler abondamment et des conséquences jaunisses et des infestations qu'on n'arrive pas à contrôler du fait de cette dynamique puceron colossale. On a beaucoup échangé avec le gouvernement et c'est arrivé en fait à un changement de loi le 15 décembre. Donc vous savez que la loi autorise de nouveau, dans le cadre d'une dérogation à article 53, un retour potentiel à l'usage des néonicotinoïdes et deux produits qui sont le thiaméthoxam et l'imidacloprid. Et dès le 18 décembre, l'ITB, puisque c'est sa responsabilité, a déposé auprès du ministère de l'Agriculture ces demandes de dérogation. Donc, on doit déposer des dossiers assez importants expliquant le pourquoi on a besoin de ces produits. Donc, on a déposé ces dossiers, ça a été entendu et le gouvernement a donc mis, dès le début de cette année, dès le 4 janvier, en consultation publique, vous pouvez le consulter sur le site du ministère de l'Agriculture, le projet de loi, le projet de décret, pardon, autorisant le retour à l'usage des néonicotinoïdes uniquement en betterave et pour une période de 120 jours, puisque c'est dans le cadre d'une dérogation pour l'année 2021. Dans les grands points à retenir, alors c'est pas encore tout à fait abouti, on n'en est pas suffisamment content, c'est déjà une énorme avancée, mais il y a quand même quelques contraintes, il y a des contraintes, pas quelques, il y a des contraintes dans cette dérogation. La première contrainte, c'est le volume d'usage. Elle a été portée, mais je pense que vous en parlerez peut-être après, Alexandre, elle a été portée, diminuée de 25% par rapport aux doses que nous utilisions jusqu'en 2018, mais on va vous rassurer par la suite, ce n'est pas un problème. La deuxième contrainte, c'est qu'effectivement, nous ne pourrons utiliser qu'une seule fois sur la même parcelle des néonicotinoïdes en betterave. C'est-à-dire, si j'utilise l'année prochaine des néonicotinoïdes sur ma betterave, sur ma parcelle A, eh bien, sur les 2 années qui suivent, je ne pourrai pas recommencer à utiliser des betteraves avec des néonicotinoïdes sur la même parcelle, mais je peux le faire sur d'autres parcelles de mon exploitation. Et enfin, la dernière contrainte, c'est dans les assolements, dans les successions culturales. Et là, à ce stade de nos échanges avec le gouvernement et dans le décret, la première année, donc l'année 2022, l'année qui suivra votre première récolte de betteraves, la majorité des plantes qui pourront être cultivées ne devront pas présenter de caractère d'attractivité pour les insectes pollinisateurs. Donc, globalement, c'est toutes les plantes qui ne fleurissent pas ou qui seraient récoltées avant floraison et bien évidemment les céréales. Progressivement, au cours des 2 années suivantes, il y a une ouverture progressive à d'autres types de cultures. À partir de 2023, donc le maïs, la pomme de terre, le pavot, le chanvre, etc. s'ajouteront à cette liste de cultures possibles. Et en 2024, à ce stade, uniquement toutes les plantes mellifères, y compris le colza. Donc nous sommes, c'est l'état des lieux aujourd'hui, mais c'est une avancée, c'est pas encore tout à fait satisfaisant et nous sommes en échange permanent avec le gouvernement pour que ce décret puisse peut-être être amendé ou soit amendé en cours d'année prochaine. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions.
Si les questions étaient là, c'était ça, et les questions, cette liste de cultures, j'ai pas mal de questions là-dessus, de remarques plutôt, inquiètent pas mal les planteurs, hein, qui risquent de limiter l'intérêt de cette dérogation, en fait. Et il y a des cultures qui posent problème aussi dans la tête des gens, en tout cas le lin, le pois par exemple, Bien sont des sûr. cultures en N+3, pardon, alors que ces cultures-là ne sont pas butinées d'une manière générale. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette règle de calcul qui était utilisée de l'ITSAP, ou est-ce que on peut aller consulter la Alors, saisine? effectivement, c'est une réflexion qui a été basée sur des présentations réalisées par l'ITSAP, à l'Institut technique des apiculteurs, des insectes pollinisateurs. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très encadré. C'est beaucoup de notions qu'on appelle qualitatives. Donc, on est en discussion encore. C'est pour ça que je vous interpellais dans ma première partie de mon discours pour vous dire que on doit encore, effectivement, faire comprendre ce que sont que ces années N+1, N+2, N+3. Est-ce que c'est la date de semis? Est-ce que c'est la date, effectivement, de floraison? Il y a quelques interrogations là-dessus et on pense que ça va être solutionné rapidement. Et effectivement, nous sommes en échange avec d'autres instituts incluant l'UTSAP et le gouvernement pour voir que peut-être une petite correction serait possible, soit, comme je le disais, pour la publication du décret, donc tout de suite, soit en cours d'année 2021. Le décret anticipe effectivement une possibilité d'adaptation pour les années suivantes. C'est un décret d'application pour l'année 2021, mais il y a une clause de modification des cultures en cas de preuve, en cas d'apport scientifique prouvant leur non-attractivité, et ça au cours de l'année 2021. Merci. Il reste une partie aussi de ces cultures suivantes, ce sont les sipans. Oui. Qu'avons-nous le droit de faire Ils vont rentrer dans la même catégorie en fait. Si vous avez des sipans qui devraient fleurir, eh bien, il faudra les retourner ou les détruire avant la floraison, et tout sipan non attractif pourra être bien sûr semé. Merci Vincent. Alexandre, une question sur les rendements. Cette année, tu nous as parlé des premières courbes tout à l'heure, avec des pertes de rendement significatives, variables en fonction des régions. Pour toi, quelle est ton analyse sur cet impact du virus, sur cette courbe de croissance, notamment à l'automne, et surtout sur la richesse qui était plutôt faible, on va dire? On a pu mesurer une perte de rendement moyenne au niveau national de 25% par la jaunisse, qui s'explique par des pertes de poids racines, hein, d'environ 20%, et puis une perte de richesse d'un point. Il y a des situations où ça peut être un peu plus ou un peu moins, hein, que ce soit à la fois sur le poids racine ou la richesse. On avait un suivi de croissance sur différentes parcelles depuis le mois de juin jusqu'au mois de novembre, entre des betteraves jaunes et des betteraves vertes. Et donc les écarts, on les a vus tout de suite dès le mois de juin, hein, et ils ont eu tendance à s'accentuer. Ils se sont même accentués, je dirais, tout au long de la période estivale et jusqu'à l'automne. Et il est vrai que sur les derniers prélèvements entre le mois de septembre et le mois de novembre, on a vu, je dirais, assez peu de gains de productivité à cette période. C'est une période où la gravité jaunisse a aussi fortement augmenté dès le retour des pluies qu'on a eu fin septembre, retour significatif des précipitations. Et on a bien vu aussi en plaine, hein, un jaunissement beaucoup plus important des parcelles à cette période, et aussi un développement important d'alternariat, hein, c'est la photo que je vous ai présentée tout à l'heure, qui vient détruire une partie du feuillage. Et dans ces conditions, bien évidemment, ça a joué sur les gains de productivité qu'on a pu avoir à cette période, qu'on avait habituellement à cette période, avec un feuillage sain. Voilà. Donc, cette jaunisse a pénalisé les gains de productivité à l'automne. Et en effet, hein, sur les parcelles très touchées par la jaunisse, entre septembre et novembre, on a vu assez peu de gains de rendement. Une question sur les variétés. Existe-t-il des variétés conseillées pour lutter contre la jaunisse? Alors, je vais me la poser, Alexandre. Non, aujourd'hui, il n'y a pas de variétés inscrites, en tout cas, qui sont tolérantes à la jaunisse ou résistantes. Et qui plus est, on est bien incapable de se dire l'année prochaine où sera la jaunisse, si elle interviendra en Normandie, dans le Loiret ou ailleurs. Et quelle jaunisse? Alexandre, tu en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la prévalence. Et chaque année, la prévalence des virus change. En 2019, on avait beaucoup de jaunisse. Enfin, le peu de jaunisse qu'on avait, elle était modérée. C'est ce qu'on appelle jaunisse modérée. Cette année, c'est essentiellement de la grave. Et le pire cette année, c'est qu'elle est toujours en co-infection, en triple infection, de la modérée, de la grave et même de la mosaïque.
donc ce qui amène une complexité très importante. Et aujourd'hui, aucune variété n'a pu être testée dans ce cadre-là avec un ou virus, deux virus, trois virus d'une manière répétable. Donc à ce stade, malheureusement, nous n'avons pas de variété tolérante à la jaunisse. Il y a 4 dépôts CTPS qui seront jugés pas plus tard que demain pour savoir si elles peuvent être inscrites ou pas. Et je sais déjà que de bon nombre de semenciers vont déposer des nouvelles variétés pour les semis 21 avec des variétés tolérantes ou résistantes aux jaunisses. Une question sur la cercosporiose, Alexandre. Tout à l'heure, tu nous as parlé de maladies, qu'il fallait trouver des variétés qui étaient résistantes, mais sinon, a-t-on des méthodes efficaces et homologuées pour lutter contre la cercosporiose? À ne pas confondre avec la photo que tu nous montrais tout à l'heure d'Alternaria non plus. Ah non, 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 c'est complètement différent. Il y a pu y avoir des confusions. Après, pour lutter contre la cercosporiose, alors il faut resituer quand même la région Normandie par rapport à d'autres secteurs, hein. On arrive quand même encore à bien maîtriser la cercosporiose chez nous avec les traitements fongicides que nous avons. Donc je dis orienté, comme je disais à la fin de mon exposé, sur essentiellement des triazoles, hein. Éviter d'utiliser les produits à base de strobilurine. Peut-être derrière cette question, l'intégration du cuivre ou pas chez nous en Normandie, je ne l'ai pas précisé. Si on regarde, alors la question ne se pose pas en Seine-Maritime, elle peut éventuellement se poser l'utilisation du cuivre dans l'Eure ou l'Orne et la Sarthe, puisque c'est quand même les secteurs les plus concernés par la cercosporiose ces dernières années. Sur les 5 dernières années, on peut considérer qu'on a une année où on a valorisé le cuivre, c'était 2018. Donc 2018, pourquoi le cuivre a pu apporter un plus en termes d'efficacité? Parce qu'on était sur une année où la cercosporiose est arrivée précocement, début juillet, et avec une forte pression. Et en dehors de cette année 2018, on n'a jamais valorisé le cuivre dans ces secteurs. Donc on est loin de systématiser l'utilisation du cuivre chez nous aujourd'hui, mais il peut être intéressant dans certaines situations. Et puis l'autre levier, hein, je le disais, hein, c'est l'aspect tolérance, sensibilité aux maladies, tolérance des variétés aux maladies, qui nous permet aussi de pouvoir contrôler efficacement la cercosporiose. Voilà. Donc on a les moyens aujourd'hui de contrôler cette maladie. Et en sachant qu'en 2019 et 2020, ce ne sont pas des années climatiques très propices non plus à la cercosporiose, donc Tout à fait. le développement Tout à fait. plus faible. Tout à fait. Et concernant le cuivre, c'est une dérogation également, article 53 de 120 jours. Donc à ce stade, on ne sait pas si on l'aura pour les traitements 2021, bien entendu. Aussi. Des questions sur la pression jaunisse. Avec la pression jaunisse qu'on a eue cette année, peut-on s'attendre à une pression très élevée l'année prochaine? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les réservoirs de virus, ils sont là, ils sont en quantité. On a pu faire des analyses sur des plantes cultivées, des adventices qui sont revenus positifs. Les pucerons, ils sont aussi aujourd'hui dans l'environnement, hein, sur des plantes réservoirs qu'on a pu aussi identifier. Donc ça constitue un risque. Et puis la climatologie aujourd'hui, elle n'est pas à risque pour le puceron, hein. Alors l'hiver, il commence, il n'est pas terminé. Je ne sais pas ce qu'il en sera sur les prochaines semaines, mais là en ce moment, on a un petit peu de froid, les températures à -1, peut-être -2. C'est pas ça qui va faire du mal au puceron, hein. Les températures létales pour le puceron, c'est du -4 degrés, et sur un nombre de jours quand même conséquent. Il faut au moins une vingtaine de jours avec des températures au minimum de -4, voire en dessous de -4, hein, pour arriver à nettoyer les pucerons qui sont, je dirais, dans l'environnement. Donc aujourd'hui, oui, le risque puceron, le risque jaunisse pour l'année 2021, il est fort. On sort d'une année 2020 avec beaucoup de jaunisse. Et la climatologie, si on regarde les prévisions saisonnières, ne prévoit pas un hiver très froid. Donc, on peut s'attendre à avoir, je dirais, une pression assez proche de celle de 2020. Merci pour ça. Il y a une question que je vais répondre en même temps. Pourquoi ne pas prouver l'innocuité en mesurant les résidus dans le sol des néoniques? On le fait, on a fait des prélèvements cette année, hein, des prélèvements qui donnent zéro trace de ces NNI, que ce soit le thiaméthoxam ou l'imidaclopride. Ces données sont bien sûr fournies à l'ANSES et nous continuerons à faire ces prélèvements pour voir ces choses-là. Mais pour l'instant, les données, ils les ont, et voilà, je dirais, pour l'instant, ils ne s'en servent pas plus que ça, si on peut conclure comme ça. J'ai éclusé, je pense, toutes les questions.
On peut passer à la partie ravageur. Donc, il y a des questions qui sont arrivées sur l'histoire, sur cette quantité de NNI appliquée l'année prochaine, 75%. L'efficacité sur les pucerons, mais également sur un parasitisme qui est présent en Normandie, qui est la pégomie. Donc, si tu peux donner un petit peu d'infos là-dessus, sinon je te reposerai la question en fin de l'exposé. Ok. Donc, la protection contre les pucerons en 2021, donc je vais revenir moi sur la possibilité d'utiliser des traitements de semences à base de néonicotinoïdes. Donc, comme l'a précisé M. Lodina, la dose sera réduite de 25%. Donc, en ce qui concerne le thiaméthoxam, matière active du cruiser, on passera de 60 grammes à 45 grammes. Et l'imidaclopride, matière active du gaucho, on passera de 90 grammes à 67 grammes. Ces deux matières actives seront toujours associées avec de la téfutrine pour venir renforcer l'efficacité sur le parasitisme souterrain. Donc dans le cruiser avec 6 grammes de téfutrine et dans le gaucho avec 4 grammes de téfutrine. Alors, question qu'on se pose, c'est quelle persistance, quelle efficacité avec ces doses réduites de 25%. Donc on a fait référence à nos essais historiques quand ces produits sont arrivés sur le marché. Et on a pu mettre en évidence une persistance d'action de 60 à 70 jours après le semis. Donc 60 à 70 jours après le semis, on peut dire que ça va au moins nous protéger correctement sur la période sensible de la betterave, à savoir cotylédon 10-12 feuilles. Ce qui est important de regarder, c'est aussi le contrôle de la jaunisse, parce que c'est comme ça la finalité. Donc, vous avez ici, sur ce graphique, le pourcentage de betteraves touchées par la jaunisse à la récolte sur des doses réduites, notamment d'imidaclopride. Donc, 3 modalités. Un témoin avec 4 grammes de téfutrine, donc aucune efficacité sur les pucerons. Je rappelle que la téfutrine n'est pas systémique, elle agit uniquement autour de la graine. Donc, elle a une efficacité sur le parasitisme souterrain, mais pas sur le parasitisme aérien. On a une dose imidaclopride réduite de 33%. Donc là, on va, je dirais, au-delà de la réduction de ce qu'on aura cette année, qui est de 25%. Et puis une dose réduite, une dose d'imidaclopride à 90 grammes. Donc la dose pleine. Alors, ce qu'on peut voir dans ces deux essais, dans une situation où la pression jaunisse est quand même pas négligeable, on approche les 60% de plantes avec symptômes, et on peut voir que la dose réduite nous fait quasiment aussi bien en termes de maîtrise de la jaunisse que la dose à 90 grammes. Autre situation où on compare la dose réduite de thiaméthoxam par rapport à une dose pleine, soit d'imidaclopride ou de thiaméthoxam. Donc, 4 modalités. On retrouve notre témoin sans protection contre les pucerons avec 4 grammes de téfutrine, 40% de jaunisse. Donc là aussi, une situation où la pression jaunisse n'est quand même pas négligeable. L'imidaclopride à dose AMM, donc à 90 grammes. Le thiaméthoxam en dose réduite de 25%. Et puis le thiaméthoxam, donc à 60 grammes, à dose pleine. Et là aussi, on voit que notre dose réduite nous permet d'avoir un contrôle, je dirais, satisfaisant de la jaunisse dans cet essai. Donc on est quand même relativement rassuré sur l'efficacité de ces doses réduites pour le contrôle de la jaunisse. On sera vigilant au printemps, on surveillera les pucerons de près et on adaptera la protection, je dirais, si besoin. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus, et puis on répondra aux questions un petit peu après la présentation de Nicolas. Je vais lui laisser la parole. Il va revenir, Nicolas, en quelques diapos sur 2 ravageurs, la teigne, notamment qui concerne les secteurs sud, l'Eure, et qui est de plus en plus fréquente, et puis un ravageur un peu émergent pour notre région qu'on a commencé à observer cette année dans les secteurs extrême sud, à savoir le charançon. Voilà, Nicolas, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc la teigne, c'est un parasite effectivement qui est dans notre région depuis pas mal d'années. On l'observe dans le département du Calvados, dans le sud de la plaine du Calvados depuis plusieurs années, notamment dans les années sèches. Mais c'est un ravageur qui est plutôt inféodé effectivement au sud de la production betteravière. C'est donc un papillon qui vient pondre dans le cœur de la betterave. La chenille vient ronger le collet et on peut avoir des pertes de rendement de 3 à 5%.
mais le problème, c'est surtout une porte ouverte aux champignons qui est le Rhizopus. À ce moment-là, les pertes peuvent être démultipliées. Donc ici, voilà, on a les pourcentages de betteraves avec des teignes, et en fait, plus c'est rouge, tout simplement, plus il y a de teignes. Voilà. Donc pour faire face à cette problématique, il y a des essais qui sont menés sur ce ravageur dans la Marne. Vous avez ici donc le nombre de teignes pour 20 betteraves après le T2. On compare le témoin en bleu et le caratéséon en orange. En fait, après le T2, donc, on peut avoir une maîtrise et une diminution du nombre de teignes pour 20 betteraves et revenir pratiquement au seuil de traitement qui est de 2%. Voilà, alors que dans le témoin, on voit bien que les teignes continuent à être là. Ce qu'il faut retenir de cet essai, c'est effectivement qu'il faut toujours 2 passages d'insecticides pour venir à bout de ce ravageur. Et il faut aussi bien mouiller jusqu'à 300 litres d'eau par hectare lors des interventions. Il y avait aussi dans cet essai 2 produits sous numéro qui donnaient satisfaction, qui paraissent prometteurs pour l'avenir, qui n'apparaissent pas ici. Voilà, l'autre parasite duquel je voulais vous parler, c'est le charançon, qui est un petit coléoptère reconnaissable avec son rostre et puis sa ligne blanche sous les ailes. C'est un parasite qui vient pondre au printemps sur le pétiole. Donc l'œuf est clos et la larve vient grignoter tout l'intérieur du pétiole jusqu'au collet. Donc là, c'est pareil, on peut avoir des pertes de rendement de 3 à 5% qui peuvent être aussi démultipliées en cas d'attaque de Rhizopus. C'est une porte ouverte au Rhizopus. Alors historiquement, le charançon, on le retrouve dans la Limagne, là. Et en fait, depuis 2019, il apparaît au sud de Paris, dans le Loiret. Et l'année dernière, donc 2020, on l'a observé également au nord de Paris, dans la Marne, mais également dans le secteur de Mamers. On a observé quelques parcelles avec du charançon et ponctuellement quelques parcelles dans le Vexin. Voilà. Donc c'est vraiment une problématique montante. Donc, pour faire face à ce parasite, il y a eu des expérimentations menées en laboratoire avec l'interprofession. On a prélevé des juvéniles, on a testé 11 produits dessus. Il y a des choses intéressantes que je ne peux pas forcément vous montrer là. Et parmi ces produits, on en a testé aussi, et en expérimentation au champ, ça ne donnait pas forcément satisfaction. Pour vous donner un ordre d'idée, là, on a ici un essai sur l'Ixus qui a été mené donc en Seine-et-Marne. 100% des pieds ont été touchés par le Lixus. Et donc voilà, pour 30 betteraves, on peut avoir jusqu'à plus de 200 galeries dans le témoin. Et avec les produits homologués, que sont Caratéséon et des 6 experts, on peut avoir 170 galeries pour 30 betteraves. Autant dire que l'efficacité est plutôt loin d'être suffisante. Voilà. Alors pour faire face aussi à ce parasite, on a aussi un plan interfilière de prévu l'année prochaine avec la FNAMS, qui sont les producteurs de semences, les champs d'agriculture, les SAS, et donc les champs voilà, pour déterminer la biologie de ce parasite et essayer d'en venir à bout. En conclusion, par rapport à la teigne, c'est qu'il faut traiter en cas de stress hydrique surtout avec 2 passages et une grosse quantité d'eau, 300 litres d'eau par hectare. Et pour le Lixus, c'est un parasite qui est en progression depuis 2 ans. Il n'y a pas vraiment de produit efficace. Et bon, on a des projets de recherche multifilières. Voilà. Je laisse la place aux questions. Oui, merci Nicolas. Oui, comme tu l'as dit, pour le Lixus, c'est un parasite qui touche pas que la betterave sucrière, il touche aussi les betteraves porte-graines, en réduisant la productivité, mais touche aussi les betteraves potagères. Donc, en fait, ce travail en commun va aussi intégrer la betterave potagère, la betterave rouge, dans le centre Val-de-Loire, le Val-de-Loire qui est une grosse région productrice de betteraves rouges, dans lequel on va
essayer de comprendre encore mieux la biologie de cet insecte, l'hivernation justement, ce qui se passe en ce moment, et puis également tester des composés volatiles, organiques volatiles, qui sont plutôt répulsifs à ces insectes, qui peuvent être plutôt répulsifs pour lutter contre cela. Il y a une question sur la dose de NNI. Pourquoi elle sera réduite de 25% cette année et pourquoi on ne l'a pas fait avant, si ça marche aussi bien avec moins 25%? Alors, je peux me charger de la répondre, tu pourras faire des compléments si tu veux, Alexandre. Mais à l'époque, quand on a lancé l'Imprimo dans les années 90, 92 sur le marché, 93, on a mis 90 grammes. Tout ça parce qu'on n'avait que ce produit-là à mettre dans l'enrobage de semences. Et on avait aussi à lutter, pas contre le puceron, que le puceron. Là, on parle que du puceron chaque fois que les nennis, mais ça ne fait pas que ça, les nennis. Hein. Ça fait également les trips, les atomères, les parasitismes souterrains. Donc, on avait augmenté la dose aussi pour avoir cette efficacité sur tout le complexe parasitaire. Et puis une autre chose aussi, c'est que si on met des petites doses à chaque fois, on évite contourner, on évite des résistances qui arrivent par les insectes, les ravageurs. Donc en augmentant la dose, en ayant une dose bien calculée par rapport à tous ces essais, la preuve, on avait fait des essais déjà à moins 25 ou plus 25, plus 30, moins 30, ça nous a permis de trouver la bonne dose qui permette à garantir cette durabilité des matières actives. Et là maintenant, par contre, on sait que ces matières actives-là, pour 3 ans, on les aura que pour 3 ans, grand maximum. On ne dépassera pas 3 ans avec ces matières actives-là. C'est là que tout le PNRI rentre en marche pour trouver des solutions pérennes à partir de ce moment-là. Alors, il y a une question aussi sur cette année, je vais semer des betteraves en 2021 et en 2022, je sème du lin. Est-ce que je fais des betteraves traitées NNI ou sans NNI? D'après ce que nous a dit Vincent Delinas, qui est en cours encore de changement possible, à ce stade, c'est pas de lin, après les betteraves auront N+1. Une question sur les Lixus, Alexandre, quand est-ce qu'ont lieu les vols? Est-ce qu'il faut cibler les larves ou les adultes? Ils peuvent commencer très tôt, hein, dès le mois de mai. Et on peut en avoir, les vols de Lixus sont très étalés, hein, on peut en avoir sur toute la période estivale. Et la deuxième question, c'était quoi, Isla? On traite les adultes ou les larves? On traite les adultes. Oui, La les larves, difficulté, une fois qu'elles sont rentrées dans le pétiole, on ne les voit plus. voilà, tout à fait. La difficulté, c'est de voir les adultes, hein, ils sont couleur terre et ils savent se cacher assez facilement, donc c'est pas toujours facile à observer. On les trouve plutôt en bordure de champ dans un premier temps. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir observer assez facilement le Lixus. Ensuite, en deuxième partie de saison, à l'automne, on voit les juvéniles, hein, les enfants qui sont là, qui sont assez fréquents cette année, très nombreux dans les récoltes de tournesol, sorgho, sarrasin et toutes les récoltes d'automne. Donc il y a un réservoir aussi très important, hein, de base de ce parasite dans les sols. Je vais avoir utilisé les questions pour toi, Alexandre. Donc, je vais te laisser partir à ta dernière partie sur le désherbage. Il y avait une question sur la pégomie aussi, non, Justin? Ah oui, tu n'as pas répondu tout à l'heure. Oui, la Ouais, réduction de alors, dose de 75% sur la pégomie. ouais, j'ai pas répondu dans la présentation, mais on n'a pas de résultat d'essai sur la réduction de dose de thiaméthoxam en ce qui concerne l'efficacité et la persistance d'action sur pégomie. À pleine dose, le thiaméthoxam, donc le cruiser, on avait une persistance d'action jusqu'au stade de 10-12 feuilles de la betterave. Donc ça, c'est les références qu'on avait sur nos derniers essais. Donc avec réduction de dose, on risque d'avoir une persistance qui soit plus faible. Je pense qu'on aura une efficacité au moins jusqu'à 8 feuilles. On verra. Ce sera toujours mieux que ce qu'on avait en 2020, puisque la téfutrine n'a aucune efficacité sur la pégomie. Après, ce qu'il faut rajouter, c'est que la pégomie, quand même, sur la région Normandie et surtout sur la bordure maritime, parce que c'est là où elle nous embête un petit peu le plus souvent. Depuis 4 ans, c'est quand même un insecte qui est en régression. Et c'est certainement les bienfaits entre guillemets, du réchauffement climatique, parce que ça a aussi d'autres conséquences négatives. Mais c'est vrai que pour la pégomie, l'augmentation des températures ne lui convient pas. Et ça joue aujourd'hui sur la présence de cet insecte sur la région, y compris sur la bordure maritime, hein, parce qu'il profite aussi de l'élévation des températures. Et donc, je suis pas trop inquiet par rapport à la pégomie pour les prochaines années. Ah, une dernière question qui arrive peut-être pour vous, Vincent. Pourquoi avoir proposé 25% et pas moins 33%? Cela pourrait peut-être amener des cultures mellifères en N+2.
Hop. Ah, je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on vous entend. On vous voit pas, mais on vous entend. Ça y est, il y a les deux Alors, maintenant. oui, on a proposé 25% parce que c'était aussi dans les doses historiques d'analyse qu'on avait avec nos partenaires industriels de produits phytosanitaires. Donc, c'est quand même des doses qu'on connaît et 75% de la dose, on connaissait bien les efficacités. 33%, ça pourrait peut-être raccourcir vraiment la durée d'impact sur les insectes et donc permettre le développement de jaunisse. Et je crois aussi que ça permettait de ne pas refaire de dossier d'homologation, sinon on ne s'en est trop bas. Oui, c'est pour ça que les accords, voilà. C'est pour ça que les accords, j'insistais sur les notions de nos amis industriels phytosanitaires, puisque c'est les gammes, 25%, c'est la dose effectivement qui était déjà intégrée dans le dossier d'homologation. Merci Vincent. Alexandre, je te laisse continuer sur les herbages. Oui. Les temps concis, je vais essayer, ouais. Moi, je vais revenir sur différents éléments au niveau stratégie, efficacité des herbicides. Tout d'abord, voici les principales évolutions concernant l'offre des produits herbicides. En ce qui concerne les produits foliaires de contact, alors je rappelle que le desmélifam est aujourd'hui interdit depuis le mois de juin 2020. Donc on pouvait écouler les stocks l'année dernière. Donc c'est un produit qu'on retrouvait notamment dans des produits tout formulés, 2 voies, 3 voies ou 4 voies. En ce qui concerne les produits foliaires de contact tout formulés, donc on va retrouver des produits 2 voies comme le Bétanal Tandem ou Magit Tandem à base de PMP et d'étofumésate. On a aussi le Belvédère Duo, également produit à base de PMP et d'étofumésate. Bon, l'inconvénient, mais ça c'est pas nouveau de ces produits, c'est qu'on n'a pas possibilité de moduler la dose comme on le souhaite en ce qui concerne le PMP et l'étofumésate. On a testé aussi ces produits ces dernières années et on peut dire qu'ils ne sont pas plus efficaces que les mélanges en extemporané PMP et étofumésate type Fastnet Boxer. Autre évolution concernant les produits racinaires, mais là ça concerne un changement de formulation, c'est le Vanzar qui passe d'une formulation WSB en poudre à une formulation liquide SC. Donc là on va y gagner en confort d'utilisation. Attention à la concentration parce qu'elle évolue, elle change. En poudre, on était sur un 800 grammes par kilo et on va passer sur un 500 grammes par litre. Donc notre dose de 0,1 kg par hectare, notre 100 grammes qu'on utilise habituellement dans notre mélange PTGV par exemple, il va passer à 0,16 litres par hectare. Alors c'est un produit qu'on teste déjà depuis quelques temps, de Vanzar liquide. Ça fait un certain nombre d'années qu'il est en étude. Il a tardé un peu pour son homologation et en termes d'efficacité, je dirais qu'on n'a pas vu d'écart d'efficacité par rapport à la formulation en poudre. Tous les ans, on réalise des notations de propreté sur la région Normandie. Donc là, vous avez les résultats pour l'Eure et la Seine-Maritime sur les 3 dernières années. Globalement très satisfaisant dans l'Eure, avec 85% des parcelles notées très satisfaisantes à satisfaisantes. Plus décevant en Seine-Maritime, j'ai envie de dire. On a quand même en Seine-Maritime un quart des parcelles notées moyennes à insuffisantes. Et on voit que sur ces 3 dernières années, on a une propreté qui est plutôt en train de se dégrader. Alors, comment on l'explique par un non-respect des fondamentaux, je dirais que le désherbage de la betterave, c'est quelque chose de simple, mais il y a des règles à respecter. Et dans les fondamentaux, il y a 2 paramètres importants. Il y a d'une part l'observation, qui permet d'intervenir au bon moment, donc que ce soit les interventions chimiques ou mécaniques. Les conditions climatiques de l'année vont influencer la dynamique de levée des adventices. Donc d'une année à l'autre, le positionnement des traitements va être différent, notamment pour les premières interventions, mais aussi pour les interventions plus tardives, T3, T4, pour le contrôle des relevés. Et puis il y a un autre paramètre aussi important, c'est savoir adapter sa stratégie, remettre en cause sa stratégie, je dirais, tous les ans, en fonction de la flore adventice de la parcelle, en fonction des conditions climatiques de l'année. Et ça va jouer sur le choix du produit et aussi sur la dose des produits qu'on utilise. En ce qui concerne les adventices mal maîtrisés, je ne vais pas revenir en détail sur l'ensemble des adventices de notre enquête, mais juste rappeler que le kénopode reste fréquemment l'adventice la moins bien maîtrisée dans les parcelles qui sont notées moyennes à insuffisantes. Et puis une adventice aussi
qu'on identifie difficilement dans notre enquête désherbage, parce que c'est une adventice qui ne dépasse pas le feuillage des betteraves, c'est notamment la renouée des oiseaux. Et notamment en Seine-Maritime, en 2020, on a eu des échecs dans certaines parcelles dans la maîtrise de la renouée des oiseaux. On l'a bien vu à la récolte, sur les tas en bout de champ. Cette renouée des oiseaux, elle a bien évidemment une incidence directe sur la croissance de la betterave, mais elle peut aussi entraîner des difficultés au niveau industriel, puisqu'on n'arrive pas à l'éliminer lors de l'opération de déterrage, et elle arrive jusqu'à l'usine. Alors, je parlais d'adaptation dans les fondamentaux. Voici un exemple d'adaptation sur le choix des herbicides, notamment sur Kénopode. Sur Kénopode, je rappelle qu'il y a 3 matières actives efficaces: le FEM-Medifam, matière active du bétanal, la métamitrone, matière active du Goltix, et la clomazone, matière active du Centium. L'avantage de la clomazone, c'est que c'est un produit qui va être efficace quelles que soient les conditions climatiques, conditions humides, conditions sèches. Donc ici, vous avez une synthèse de 2 essais en 2020 dans le Nord et l'Oise, où on compare 2 programmes, un programme BTGV avec 4 applications et un programme BTGC où on a intégré du Centium à 0,035. Et on voit qu'ici, dans les conditions de l'année 2020, en conditions sèches, le Centium nous permet de gagner en efficacité par rapport au mélange BTGV classique. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le positionnement précoce du Centium ici, dès le T1, a participé aussi à la très bonne efficacité du programme. Aujourd'hui, on ne conseille pas le Centium dès le T1, mais on peut positionner du Centium dès le T2, c'est-à-dire à 2 feuilles naissantes, sans souci au niveau sélectivité. Autre exemple d'adaptation sur la renouée des oiseaux, donc je le disais tout à l'heure, ça a quand même été une problématique chez certains agriculteurs. Il ne faut pas généraliser, mais parfois ça a quand même été des gros échecs. Donc là, 4 matières actives efficaces sur la renouée des oiseaux: le FEM-Medifam, l'étofumésate, la métamitrone et le trisulfuron-méthyle. Trisulfuron-méthyle, c'est la matière active du Safari. C'est un produit qui est essentiellement foliaire. Il a une petite partie racinaire, mais c'est surtout un foliaire. Donc là aussi, ce produit, en conditions sèches, va nous apporter de l'efficacité. Les résultats ici que vous avez sur ce graphique, on a d'abord en 2019 un résultat en conditions humides avec un BTGV classique qui a très bien fonctionné en conditions humides pour contrôler la renouée des oiseaux, avec une note entre 9 et 10, donc très satisfaisant. Ce même BTGV en 2020 en conditions sèches a été mis à mal. Par contre, le programme BTCS, là où on a intégré du Safari à 15 grammes d'LT1, nous a permis de gagner en efficacité. Et donc là, c'est essentiellement l'apport du trisulfuron dans le BTCS qui nous permet de mieux maîtriser la renouée des oiseaux. Alors, dans le programme BTCS, le Centium ici, on ne cherchait pas forcément à aller contrôler la renouée des oiseaux, mais il a participé aussi à l'efficacité en mélange avec le Safari. On l'avait pu le voir dans d'autres essais des années précédentes. Nouvelle évolution concernant le conseil Centium-Vanzart. Donc jusqu'à présent, on était relativement fermé à ce type de mélange. On a refait différents essais en 2019 et en 2020. Donc vous avez ici un essai donc sur la commune de Luneray, dans le 76, avec des résultats de sélectivité du mélange clomazone-lénacil, donc les 2 matières actives de ces 2 produits. Donc on a testé le mélange clomazone-lénacil à différents stades de la betterave, donc au stade cotylédon, DLT1, au stade 2 feuilles, DLT2, ou au stade 6 feuilles, DLT3. Donc dans ces programmes, on a utilisé du Centium à 0,035, mélangé avec du Safari Duo-Active. Alors, je rappelle que dans le Safari Duo-Active, on a le trisulfuron-méthyle et le lénacil, matière active du Vanzart, à la dose de 105 grammes hectare. Le 105 grammes hectare équivaut à du 100 grammes sur la formulation en poudre, donc du 0,16 litres sur des formulations liquides. Ce qu'on peut voir, c'est que en termes de sélectivité, alors je précise, la sélectivité, elle est notée de 0 à 10. La note de 7, c'est la note d'acceptabilité pour la culture. Sur les résultats que l'on peut voir ici à différentes dates, l'utilisation du mélange clomazone-lénacil au stade cotylédon ou 2 feuilles, je dirais, entraîne une sélectivité qui n'est pas acceptable, insuffisante, en dessous de 7 sur 10. Par contre, à partir de 6 feuilles, pas de souci
au niveau de la sélectivité concernant ce mélange. Donc aujourd'hui, on est ouvert au mélange Centium-Vanzart à partir du stade 6 feuilles vraies de la betterave, avec une dose de Centium à 0,035, une dose de Vanzart à 0,16 litres, donc là sur la nouvelle formulation, et possibilité aussi d'utiliser le mélange Centium Safari Duo-Active à la dose de 105 grammes pour le Safari Duo-Active. Qualité de pulvérisation, on avait différents essais qui avaient été mis en place en 2020 sur cet aspect qualité de pulvérisation. Je rappelle qu'en betterave, on utilise des produits de contact et qu'on intervient sur des petites adventices au stade cotylédon. Donc la surface de couverture, le nombre d'impacts est quand même très important et va avoir une influence sur l'efficacité finale. Donc ici, on va comparer deux types de buses, buse à fente, buse à injection d'air, avec deux volumes d'eau. Donc un volume à 150 litres et un volume à 100 litres hectare. La buse à fente qu'on a utilisée, c'est la XR 110015 de chez T-Jet, et on a utilisé une buse à injection d'air HIPPO, également en 110 degrés et en 0,15 au niveau du calibre. Donc à gauche, vous avez les résultats de la qualité de pulvérisation sur les papiers hydrosensibles pour les différentes modalités, et à droite, on va retrouver le graphique des efficacités. Alors on peut voir que la buse à fente à 150 litres nous permet d'atteindre la meilleure surface de couverture. C'est aussi celle qui nous permet d'obtenir la meilleure efficacité dans cet essai. On est à 9 sur 10. Sur la buse à fente, la diminution du volume d'eau nous entraîne une diminution de la surface de couverture, mais on voit qu'on a quand même un maintien de l'homogénéité, je dirais, au niveau des impacts. Ça, c'est quand même aussi important. Et on maintient quand même l'efficacité à 100 litres avec les buses à fente légèrement supérieures à 7. Alors, on a quand même 2 points d'écart par rapport au volume à 150 litres. Je pense que les conditions de l'année particulièrement sèches ont plutôt favorisé l'efficacité avec le volume à 150 litres. En conditions humides, en bonnes conditions, entre du 100 litres et du 150 litres, je dirais qu'on a des efficacités qui sont très proches. Ça, on avait pu le voir par le passé. En ce qui concerne la buse à injection d'air, alors sans surprise, la buse à injection d'air nous fait des plus grosses gouttes. Donc quand on fait des plus grosses gouttes, on diminue le nombre d'impacts et on diminue la surface de couverture. À 150 litres, on maintient l'efficacité avec la buse d'injection d'air. Acceptable, on est à 7 sur 10. Bon, malgré tout, on a quand même 2 points d'écart à volume équivalent par rapport à la buse à fente. Par contre, la diminution du volume d'eau avec la buse à injection d'air à 100 litres est vraiment au détriment de l'efficacité. On voit très bien que la surface de couverture est insuffisante. Et là, on aura des difficultés à aller toucher les plus petites adventices. Point vert, cotylédon. Et au niveau efficacité, à 100 litres, la buse à injection d'air, on est légèrement supérieur à 4, donc très insuffisant. Donc cet essai, je dirais, il va un peu dans le même sens que ce qu'on avait pu voir il y a une dizaine d'années, à savoir que la buse à fente, ça reste la buse la plus appropriée pour le désherbage de la betterave. L'augmentation du volume d'eau dans cet essai nous permet de gagner sur les buses à fente en termes d'efficacité, un peu plus environ 2 points. Et que sur les buses à injection d'air, c'est minimum, je dirais, 150 litres d'eau. On aurait peut-être même eu intérêt à monter encore le volume d'eau. On ne l'a pas fait dans cet essai, à voir avec ce type de buse pour éventuellement gagner encore en efficacité. Et pour terminer, je vais faire assez vite un mot sur le désherbage des graminées. Résultat de l'année sur 2 essais, un essai dans le 27 et un dans le 77 en Seine-et-Marne, sur des programmes de poste levé. Cet essai met en évidence l'intérêt de diversifier les modes d'action dans les situations de résistance, et puis aussi d'optimiser les adjuvants. Alors, différentes modalités. On a le Centurion 0,75 avec 1 litre d'huile qui ici atteint à peine la note de 3 sur 10. J'intègre de l'ISAR dans mon programme. Donc Centurion ISAR à 0,6 plus 1 litre d'huile. Donc là, je gagne un peu plus d'un point d'efficacité. Donc là, on voit l'apport de l'ISAR dans la maîtrise des raigrats. Autre programme, je suis toujours sur une base Centurion ISAR et j'ajoute 2 litres d'huile. Donc là, j'augmente la dose d'huile. L'augmentation de la dose d'huile nous permet aussi de gagner en efficacité, un peu plus d'un point. Et Centurion ISAR avec 2 litres d'huile, et là j'ajoute de l'actimum, donc là je suis sur une double adjuvantation, de l'huile et du sulfate d'ammonium, et là je gagne encore en efficacité.
Donc, je gagne quasiment 1 point en plus par rapport à la modalité sans active. Donc, entre mon Centurion solo et la modalité où j'ai un autre mode d'action et j'ai optimisé les adjuvants, je double l'efficacité au final. Alors, on n'est pas encore sur une note satisfaisante. On est à 7 sur 10. Je rappelle que là, on est dans le dur. Hein. En termes de résistance, c'est quand même du costaud. Hein. Alors, pour gagner encore en efficacité, on aurait pu éventuellement augmenter la dose de Centurion. Hein. Je rappelle qu'on peut augmenter la dose de Centurion jusqu'à 1,25 litre. Sur graminées annuelles, c'est possible aujourd'hui. Et puis, l'autre moyen aussi de gagner encore en efficacité, et là, on était sur l'impasse de près dans cet essai, mais c'est éventuellement de positionner un Avadex en incorporé au SMI, hein, qui va aussi nous permettre de gagner en efficacité. Si j'incorpore, si j'utilise de l'Avadex au SMI, je diminuerai la dose d'ISAR à 0,3 en poste levé, donc en mélange avec le Centurion, pour préserver, je dirais, la sélectivité. Voilà, j'en ai terminé. Donc, quelques points à retenir. Pour le désherbage des dicotes, attention aux fondamentaux, hein, observer, adapter sa stratégie, la remettre en cause tous les ans, c'est important. Possibilité de mettre d'utiliser le mélange Centium-Vanzar aujourd'hui à partir de 6 feuilles des betteraves. La buse à fente, la plus appropriée pour le désherbage des dicotes, plus efficace que la buse à injection d'air. Et sur le désherbage des graminées résistantes, intérêt de diversifier les modes d'action et aussi d'optimiser au mieux les adjuvants pour aller chercher de l'efficacité. Voilà, Ghislain, je vais faire vite. Très bien, tu étais concis. Merci Alexandre. Merci Alexandre pour cette présentation. Il y a plusieurs questions qui arrivent, mais c'est est-ce que les supports de présentation seront disponibles? Oui, bien sûr. Tout ce comité technique est enregistré. Il sera disponible dès demain matin ou plus tard sur le site internet de l'ITB. Vous allez avoir un lien. Alexandre va vous faire ce qu'on appelle une newsletter pour vous envoyer le lien, comme ça vous aurez l'information en direct. Mais toutes ces vidéos seront disponibles sur le site internet de l'ITB demain et vous pouvez le revoir et revoir à volonté, il n'y a aucun problème. Il y a une petite question qui revient encore sur les pucerons. Là, Alexandre n'a pas forcément renseigné. En 2020, on a eu cette pression qui était énorme. Que penses-tu qu'il ne faut pas y prévoir un relais d'afficide après les 75% de doses de NNI l'année prochaine pour nos betteraves pour lutter contre la jaunisse? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. On s'adaptera. Tu es normand, toi? Comment? Oui, je suis normand. C'est une réponse de normand, ça. Non, on ne peut pas donner une réponse aujourd'hui affirmative en disant non, il n'y a pas besoin de relais en végétation. Tout dépendra des observations terrain. La persistance, on annonce 60-70 jours. Ce sera aussi lié à un effet dilution dans la plante, hein, la persistance. Donc, on s'adaptera sur les observations et si besoin, en relais, eh bien, on positionnera un traitement insecticide. Mais aujourd'hui, je peux pas être affirmatif sur la nécessité de le faire. Et comme je peux pas non plus être affirmatif sur une impasse de ce traitement, on verra bien. Tout ce suivi, bien sûr, des parcelles, comme d'habitude, sera disponible sur les sites internet de l'ITB et notamment sur l'OAD Alerte Puceron, qui vous permettra de savoir où on en est dans le secteur, sans oublier tout ça. Et bien entendu, on regardera que les vers à traiter à cette période-là, hein, puisque c'est eux qui apportent la jaunisse et pas les pucerons noirs. Une question désherbage. Tu nous as parlé que le Lénacil changeait de formulation, qui passe en liquide, donc beaucoup plus facile à employer. Changement de dose, mais au niveau du blanchiment avec le Centium, c'est la même chose, c'est mieux, c'est moins bien? C'est, on va dire, la même chose. On n'a pas vu d'amélioration et on n'a pas vu non plus une augmentation, une dérive dans le mauvais sens sur l'aspect blanchiment. Le Desmedifam, donc il est arrêté, tu nous l'as dit. Est-ce que avec ces conditions qui sont de plus en plus difficiles pour désherber, est-ce qu'il ne faut pas revenir à des désherbages de prélevés? Non, non, surtout pas. Enfin, aujourd'hui, la solution tout en poste, c'est la solution, la meilleure solution technico-économique pour moi. Je pense qu'on a quand même bien évolué sur la région Normandie en ce qui concerne l'utilisation de la pré-émergence, dans le bon sens, hein, je veux dire. La pré-émergence aujourd'hui, on la réserve uniquement dans les situations de forte infestation ombellifère, ce qui reste très marginal sur la région. Tant mieux, et ça augmente pas. Mais aujourd'hui, on a toutes les solutions
pour maîtriser les adventistes en post-émergence. Et c'est le DES-MINIFAB. Certes, c'est dommage de l'avoir perdu, hein, mais en tout cas, ça ne remet pas en cause la stratégie. On a aujourd'hui les moyens, comme on avait auparavant, de maîtriser efficacement la flore adventice. Une question sur les buses et les ZNT, ça sera certainement la dernière, à moins qu'il y en ait une qui arrive. Il ne faut pas oublier cette ZNT de 3 mètres, ou la réduire à 3 mètres avec l'application de bonnes buses, et le plan de relance également qui permet de financer ces équipements-là. Que dire de plus, à part cette remarque? Pas grand-chose. Les produits seront communiqués, quoi. De toute façon, on ne peut pas faire autrement, que ce soit en insecticide, en fongicide, pardon, ou en herbicide. Non, on est d'accord. C'est clair qu'il y a des dispositifs chez les pulvés pour faire ça de la cabine, mais aussi on peut descendre de la cabine pour modifier ces buses-là pour les quelques mètres. Voilà, tout à fait. Donc, il nous reste à conclure ce comité technique, puisqu'il n'y a plus de questions qui arrivent. Vous avez été jusqu'à pratiquement 80 participants à ce comité technique. On a quasiment fait le plein. On va éclater les scores en termes de participation par rapport aux inscrits, hein, je crois, Hélène. Une bonne participation par rapport aux inscrits. Donc, vous remerciez de votre présence à ce comité technique. Vous pourrez le revoir dès demain matin sur le site internet. Et quand vous allez quitter ce comité technique, un petit questionnaire va arriver. Il vous faudra moins de 2 minutes pour y répondre. Et les réponses à ce questionnaire nous permettent d'évoluer pour l'année prochaine, faire évoluer nos comités techniques pour être encore meilleurs. Voilà. Bonne journée à tous et bonne campagne 2021.